L'Institut de la Vision, l'Institut hospitalo-universitaire Forsyth et le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des 15-20 présentent Les experts parlent aux patients, le podcast de la Web TV de l'Institut de la Vision. Ce podcast à destination des patients et du grand public est un carrefour de rencontres et d'échanges entre cliniciens, médecins, chercheurs et patients autour des différentes pathologies oculaires. Bonsoir chers amis, nous sommes extrêmement heureux, en tout cas moi, très heureuse de vous accueillir dans cette troisième web télé, comme on dit, organisée par l'Institut de la Vision et consacrée ce soir, vous le savez, puisque nous avons reçu déjà des questions, consacrée ce soir à la myopie, dysfonctionnement de l'œil pouvant déboucher sur une maladie, la myopie qui est un des dysfonctionnements les plus fréquents. Un chiffre avant de vous présenter les intervenants de cette web télé, 2,5 milliards d'individus sur la planète seraient concernés par la myopie. Les projections, je parle sous l'autorité des deux médecins, des deux scientifiques à côté de moi, les projections pour 2050 sont absolument dramatiques. Elles portent ce chiffre à 5 milliards de terriens. Autant dire que la myopie risque de devenir, et c'est déjà un problème de santé publique, il est important d'évoquer la prévention, la manière de soigner la myopie, que ce soit avec des lunettes, avec de la chirurgie ou éventuellement d'autres façons. Nous le ferons ce soir. Et puis vous le savez déjà, il y aura une quinzaine de minutes à la fin de cette web TV consacrée aux questions des patients. Nous avons reçu des questions. Alors, autour de la table, nous sommes trois. À ma droite, le professeur Ramin Tadayoni. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université de Paris. Vous êtes chef de service d'ophtalmologie des hôpitaux Lariboisière, Saint-Louis et de la Fondation Adolphe de Rothschild. À côté de vous, un scientifique, bonsoir. Un savant, Serge Picot, un savant, c'est ainsi que Ramin Tadayoni le qualifie. Serge Picot, qui est directeur de recherche et qui est directeur de l'Institut de la Vision où nous nous trouvons. Voilà pour les scientifiques. Et à ma gauche, quelqu'un qui est absolument indispensable dans le dispositif, depuis, comme à chaque fois que nous organisons une web télé, un patient référent, un témoin. Ce soir, il s'agit de Cédric Tin. Bonsoir, vous pouvez prendre votre micro si vous le souhaitez. Bonsoir Cédric, vous venez de Lyon spécialement pour participer à cette réunion et vous êtes atteint d'une très forte myopie. Il se trouve que vous êtes soigné et suivi par le professeur Tadayoni. On en parlera dans un instant. Vous interviendrez régulièrement pour nous faire part de la façon dont vous vivez la myopie. Voilà. Alors, je vais démarrer de manière extrêmement élémentaire. Qu'est-ce que la myopie ? La myopie est effectivement une anomalie de l'œil dans laquelle l'œil est plus long que ce qu'il devrait être et donc cela nécessite des verres correcteurs pour que l'image se forme sur la rétine au bon endroit. Est-ce qu'il est possible de parler, bien sûr, des causes, de l'étiologie de la myopie ? Quelles sont les causes ? Est-ce qu'on peut, est-ce que l'on sait si ce sont des causes héréditaires, si c'est l'environnement, le mode de vie ? Comment est-ce que vous qualifieriez ce panel de causes qui déclenchent la myopie chez des enfants ou des adultes ? Serge Picot, peut-être ? Alors, il y a un panel très large, oui, puisqu'effectivement, il y a des facteurs génétiques, mais il y a aussi des facteurs environnementaux. En particulier, on sait déjà que la lumière et principalement l'exposition à l'extérieur peut prévenir l'évolution de la myopie. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que l'œil grandit pour essayer de mettre l'image qui est formée de l'environnement sur la rétine. Et en fait, comme cette image se forme toujours un petit peu en arrière, l'œil continue de grandir, et c'est le problème. Alors, l'œil grandit, dites-vous, jusqu'à, dans certains cas, déboucher sur éventuellement, dans le cas de myopie très forte et mal soignée, ou pas soignée du tout, sur la cécité. En d'autres termes, la myopie peut-elle déboucher sur la cécité ? Est-ce que c'est un facteur général ? Alors, je vais laisser la parole à Ramin pour l'aspect pathologie et évolution. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'œil grandit, dans la mesure où la rétine est une partie du système nerveux central, donc il y a des neurones, et en fait les neurones ne se divisent pas. Donc en fait vous avez votre quota de neurones, et donc ils doivent se répartir sur la rétine, et si votre œil grandit, eh bien la surface de rétine augmente, ce qui veut dire que la rétine devient de plus en plus fine, et si elle devient trop fine, il y a un moment où elle risque de se déchirer. C'est donc peut-être ce que va nous dire en fait Ramin.
Alors, effectivement, la myopie est une des causes de cécité. On a du mal encore à chiffrer exactement quel pourcentage de la population perd la vue à cause de la myopie. Mais dans les pays asiatiques où il y a encore plus de myopie que chez nous, il y a des estimations qui classent la myopie parmi la première ou les premières causes de cécité. Donc, effectivement, ça peut aboutir à une cécité. Cela ne veut pas dire que tous les myopes vont aboutir à cette complication. Donc, attention, on parle de certains sous-groupes de myopes uniquement. Non soignés, donc. Alors, non soignés, et parfois malgré les soins qu'on peut leur apporter, parce qu'on ne sait pas encore tout soigner. Alors, on va y revenir, mais je voudrais voir le témoignage de Cédric Tin. Je voudrais que vous nous disiez à quel moment vous êtes devenu myope, tout simplement. Puisqu'on va parler de la prévention, on va parler de la myopie chez les enfants ou chez les adultes, de la myopie forte. Quelle est votre histoire, Cédric Tin ? Alors, mon histoire est toute simple, c'est à l'école primaire. J'avais quelques difficultés que mes parents ont opérées, ont vu avec la maîtresse, à surtout recopier ou à faire des fautes d'orthographe. Et donc à ce moment-là, ils ont détecté chez moi une pathologie qui était la myopie et qui me rendait difficile de pouvoir identifier certaines lettres ou pouvoir voir correctement des choses, ou la lecture aussi, parfois. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? On vous a mis des lunettes, des culs de bouteille, comme on disait à l'époque ? Oui, comme je vous disais tout à l'heure, c'est en fonction de du niveau de myopie qu'on pourrait avoir. C'est un peu un des points noirs, je dirais, quand on est myope aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec des verres assez épais, souvent sur le côté, et que, comme vous le dites à juste titre, on dit souvent peut-être des culs de bouteille, mais qui ne sont pas très jolis, mais en tout cas qui nous permettent à nous de pouvoir revivre normalement, de pouvoir lire normalement et de pouvoir écrire normalement, et surtout se soigner, je dirais, cette pathologie qui nous embête et qui évolue sans arrêt. Votre myopie a évolué ? Oui. Vous souffrez d'une myopie forte ? Oui. C'est-à-dire, concrètement ? Concrètement, ma myopie a beaucoup évolué parce que c'était un côté héréditaire que j'ai eu de mes parents. Sur l'œil gauche, je suis aveugle aujourd'hui. On a essayé de le soigner par différentes opérations, mais arrivé à un moment donné, je dirais qu'on est dans la limite, et quand la maladie évolue énormément à ce niveau-là, l'œil, je suis arrivé sur une cécité sur l'œil gauche. L'œil droit est encore, je dirais, à une vision à 1/10, mais surtout, peut-être que le professeur en parlera tout à l'heure, lié à autre chose qui s'est ajouté à côté. C'est un trou maculaire qui me fait ancrer beaucoup de lumière au niveau de la vue, et qui, en fonction de la luminosité extérieure ambiante, va me gêner, me mettre un voile blanc ou des scintillements. Ou des scintillements, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce qui est un peu parfois difficile à expliquer. Oui. Alors, vous avez dit un mot, l'hérédité, la génétique. Est-ce qu'on peut en parler dans le cas de la myopie ? Absolument, la part génétique est réelle. Il existe des familles dans lesquelles les patients sont tous, ou toute la famille est myope. Il existe d'autres populations où on sait la myopie est très faible, donc qui sont protégées. Et entre les deux, il y a toute une population qui, selon les facteurs environnementaux, va devenir ou ne va pas devenir myope. Donc les formes monogéniques, donc réglées par un gène, sont plutôt rares, mais c'est souvent plusieurs gènes et une dérégulation générale qui va faire, d'où l'importance de la prévention, en tout cas dans cette population. Parce qu'il y a une population, on ne pourra pas empêcher, une population n'aura jamais de myopie, et dans cette grande population intermédiaire, c'est là où il va falloir intervenir. D'accord, mais la prévention, c'est des parents sont myopes, ils se disent automatiquement, j'ai des enfants, je vais aller faire détecter avant même que l'enfant éventuellement dise en revenant de l'école. C'est fondamental, selon vous, hein, Serge Picot? Alors après, le problème, c'est qu'on ne connaît pas encore tous les gènes qui régulent justement et qui induisent la myopie. Et c'est bien tout le problème et tout l'enjeu de la recherche qui va être de trouver ces gènes. Alors on connaît déjà certaines mutations chez l'animal qui induisent chez l'animal une myopie. Donc il y a déjà tout un panel de gènes qui peuvent induire une myopie chez l'animal. Mais après, en fait, chez l'homme, pour l'instant, il y a beaucoup de travail pour essayer d'identifier des gènes qui vont causer cette myopie et essayer de comprendre en fait le mécanisme, comment les mutations sur ces gènes induisent cette myopie, parce que ça aussi, ce n'est absolument pas connu.
voulez rajouter quelque chose à ce propos? C'est absolument juste. Serge, c'est tout. Donc oui, c'est un savant. c'est notre savant. Non, c'est absolument vrai. En fait, la myopie est dans une frontière où on sait suffisamment pour agir, donc on sait des choses. Et en même temps, quand on travaille à sa proximité, on sait toute l'immensité qu'on ne connaît pas encore et qu'il faudrait clarifier pour qu'on puisse être beaucoup plus efficace dans l'avenir. Alors, on parle donc de l'hérédité et on parle de l'environnement. Donc, l'inné, l'acquis, le mode de vie, la sédentarité, c'est des choses qu'on entend énormément. Les gens qui nous regardent doivent se dire, mais on dit les enfants confrontés à des écrans, qui sont toute la journée sur des écrans, deviennent myopes. Alors, est-ce que ce sont des légendes? Est-ce qu'il y a une vérité là-dedans? Non, il y a une part de vérité là-dedans. On sait que dans les pays qui ont eu un développement économique très rapide, la myopie a évolué tout aussi rapidement. Après, exactement interpréter qui est responsable de quoi, c'est un peu plus compliqué. Oui. On sait, il y a beaucoup de données qui vont en faveur de l'exposition à la lumière naturelle à l'extérieur semble réduire les risques de la myopie. Et à l'inverse, le fait de rester enfermé et de lire beaucoup augmente les risques de la myopie. Donc les risques d'intelligence et de myopie? Alors, en moyenne, les myopes ont un QI moyen supérieur à la population générale. Cédric Tin confirmera tout à l'heure. Absolument. Donc, par contre, il a été dit que c'est peut-être parce scientifique, ça n'est pas une boutade. C'est scientifique. Non, ce n'est pas une boutade. Il y a quelques études qui montrent ça. Alors, on ne sait pas exactement si c'est parce que c'est les mêmes gènes qui codent ou c'est simplement parce que, justement, les gens ont une activité de lecture, une activité intellectuelle plus importante qui, finalement, développent leur QI. Donc, ça, c'est causalité, association. Là, on est plus dans l'association. Donc on sait que pas imaginer le bonheur que vous procurez aux gens qui nous regardent, qui sont myopes, vous imaginez? Oui, on ne va pas que dire des choses qui vont nous inquiéter. On va aussi dire des bonnes ou négatives. Des choses agréables. Cédric Tin, je vous redonnerai la parole dans un instant, mais comment corrige-t-on la myopie? Des lunettes, des opérations, de la chirurgie? Quel est le panel pour corriger la myopie? Serge Picot? Moi, je ne vais pas corriger la myopie, je ne suis pas médecin. Oui. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on peut utiliser des verres. La difficulté des verres, c'est que parfois, en fait, une partie de l'image se retrouve quand même derrière la rétine et que certains de ces verres vont avoir tendance à, en fait, ne pas arrêter l'évolution de la myopie. Par contre, c'est extrêmement important parce que ça permet au niveau central de mettre une belle image sur la rétine, donc dans la partie où on a notre très grande acuité visuelle, donc de bien voir. Mais la difficulté, c'est que souvent ces verres en fait, vont avoir tendance à mettre la partie périphérique un petit peu en arrière de la rétine et que c'est pour ça que la myopie continue à évoluer. Et c'est pour ça que certains lunetiers ou certains fabricants de verres essayent de voir en fait, comment essayer de ramener une partie de l'image devant en fait, la rétine pour éviter cette évolution. Absolument. Effectivement, on peut corriger par lunettes, on peut corriger par lentilles, on peut corriger certaines myopies par chirurgie. Quel type de chirurgie? Vous allez nous expliquer. Oui, le plus souvent chirurgie de la cornée. Oui. Donc on va la première couche, c'est-à-dire le hublot qui est clair, dans lequel on va, pour vulgariser, on va tailler les lunettes ou la lentille directement dans la cornée, d'une manière ou d'une autre, sans aller dans le détail. Parfois, quand les gens ont une cataracte, l'opération de la cataracte va permettre au passage de corriger la myopie. Donc, on a plusieurs moyens. Ce qu'on sait, pour revenir au problème des enfants et de la prévention, c'est que ne pas corriger la myopie est en soi un facteur d'aggravation de la myopie. Donc, il faut corriger la myopie. Il faut leur mettre des lunettes corriger petits. Des myopies. Il faut corriger. Ça, c'est un des éléments. Et puis, comme l'a dit Serge, et probablement des verres plus sophistiqués que les verres ordinaires aurait un rôle de prévention supérieur à la correction habituelle. Donc, le problème de la correction de la myopie n'est pas uniquement un problème de confort ou de lecture, mais parfois est aussi un problème de prévention de son aggravation. Serge Picot, et après... Je voulais juste ajouter quand même ce qui a été dit par rapport aux facteurs environnementaux. Il y a des études qui ont été faites en Chine, justement parce qu'il y a pratiquement 90% des jeunes qui sont myopes. D'une génération en ce moment actuelle, oui. Donc c'est quand même un chiffre important. Ouais. Donc les pays asiatiques sont très concernés et en fait ils ont fait des études où ils forcent les enfants à aller en cours de récréation et ces enfants qui sont en cours de récréation à l'extérieur développent moins de myopie que ceux qui sont restés en intérieur. D'où l'importance aussi de ces messages comme quoi il faut vraiment envoyer les enfants
jouer à l'extérieur, l'importance finalement de cette partie de récréation que nous avons beaucoup appréciée quand nous étions à l'école primaire. Eh bien, c'est un facteur quand même de prévention. Donc il faut le rappeler à tout le monde et à tous les enfants qui auront sûrement le plaisir de savoir qu'ils préviennent leur myopie en allant jouer dehors. En plus, ils s'éclatent, ils jouent aux osselets. Non, ça c'est fini. Voilà. C'était dans la gare des boutons. Et en plus, ils auront moins de malchance de devenir myope. Cédric Tin, on se tourne à nouveau vers vous. À propos de ce que disait Ramin Tadayoni sur cette corrélation qui est quasiment scientifique sur une forme d'intelligence liée à la myopie, une forme de rapport au monde qui serait étrangement, parce que je crois que c'est votre expérience, être myope vous a permis de développer quelque chose de voyant entièrement. Vous pouvez nous expliquer ça ? Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, je pense que tout simplement notre corps, notre cerveau s'adapte par rapport à notre handicap. Et je le disais peut-être d'une manière un peu bizarre, mais j'ai l'impression de mieux voir aujourd'hui, de mieux ressentir les choses. Je dirais notre ouïe s'est développé, on me dit souvent que j'ai 4 oreilles. Notre corps s'est développé, c'est tout notre corps qui devient nos yeux, nos pieds, tout ce qu'on peut ressentir, les odeurs aussi, l'odorat, et tout ce qui est surtout aussi, je dirais, notre cerveau, c'est-à-dire que quand on discute avec quelqu'un, quand on appréhende mieux les choses, on écoute plus, on est beaucoup plus à l'écoute, et je pense que tout simplement on travaille autrement. Et le professeur me disait à juste titre, depuis qu'il me suit, que je vois maintenant beaucoup plus avec mon cerveau qu'avec mes yeux. Tout simplement parce que c'est mon cerveau qui est en train de prendre le pas aujourd'hui sur mon outil, je dirais, de vue, qui sont mes yeux, qui justement ne voient plus aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre ? Je crois qu'on oublie que 90% de la vision, c'est le cortex cérébral et l'œil n'est que 10%. 10% important, mais c'est que 10% de la vision. D'ailleurs, on le sait dans l'autre sens, si les enfants ont un œil bouché pendant quelques semaines par quoi que ce soit, à un jeune âge, l'œil il est toujours normal, mais il ne voit plus avec cet œil comme il faut, il n'arrive pas à lire, ça s'appelle l'amblyopie. Et chez les personnes myopes, ce qu'on a constaté, c'est que des lésions rétiniennes et des lésions oculaires qui, normalement, chez d'autres, aboutissent à une très forte baisse de vision, chez eux, n'aboutissent pas forcément à la même gêne et à la même vision. Donc, comme si, finalement, le cerveau, avec le temps, s'était développé pour être capable de décrypter mieux des signaux qui sont de moins bonne qualité, peut-être, mais qui est plus adapté et donc a un meilleur décryptage et donc, en fait, arrive à mieux voir. Et ça, certainement, aide plus tard, chez un sous-groupe de patients qui perd la vision, à continuer à conserver cette capacité à analyser avec une acuité en quelque sorte supérieure. Serge Picot, vous voulez ajouter quelque chose ? On parle beaucoup de plasticité cérébrale, hein. Je pense que c'est justement la question. Et jusqu'à présent, il y avait un dogme aussi qui disait que finalement, il fallait apprendre à voir avant 5-6 ans, qu'il y avait une période critique et qu'elle se fermait à peu près vers 6 ans. Et finalement, on commence à faire évoluer ce dogme, puisqu'il y a des patients qui ont eu des cataractes congénitales quand ils étaient vraiment bébés. Donc on pensait qu'ils ne pourraient jamais apprendre à voir s'ils n'avaient pas été opérés très jeunes. Et en fait, dans des pays où malheureusement ces enfants n'avaient pas été opérés jeunes, ils ont été opérés quand ils avaient 18-20 ans, ou un peu plus, un peu moins. Et finalement, ces personnes ont quand même appris à voir. Alors pas aussi bien qu'une personne qui apprend à voir quand il est très jeune, mais ils ont quand même appris à voir grâce à la détection des mouvements et autres, et avoir quand même une vision importante, intéressante et utile. Donc en fait, on voit que cette plasticité cérébrale que l'on pensait figée, elle a lieu même à l'état adulte. Donc c'est vraiment extrêmement important. C'est aussi dire que toute notre vie, on peut progresser, on peut évoluer. Dans cet apprentissage. Dans tous nos apprentissages, en fait. Mais en l'occurrence, dans celui-ci. Absolument. D'ailleurs, la rééducation basse vision a pour objectif exactement de mieux utiliser, mais aussi développer autant que possible les capacités visuelles grâce à ça. Cédric Tin, vous avez été opéré ? Oui. J'ai eu plusieurs opérations qui ont toutes marché, heureusement, et m'ont permis de pouvoir vivre, je dirais, normalement, jusqu'à mon accident de voiture. Mais qui n'était pas lié à votre myopie ? Non, rien du tout, D'accord. rien à voir.
Mais du coup, et je tenais à le souligner, c'est quelque chose de magique, c'est-à-dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, le professeur Tadayoni parlait d'une technique où on implante une sorte de lentille dans l'œil, on a su corriger ma myopie presque à 90%. C'est-à-dire que j'étais myope à moins 18 ou moins 19 de correction, et d'un seul coup, j'avais presque plus qu'un de myopie. Je me suis retrouvé à avoir l'impression de m'endormir avec mes lunettes. Je me suis retrouvé à me doucher en voyant l'eau, que j'ai jamais vue, et des sensations qui étaient vraiment magiques. Donc, les choses se corrigent. Il parlait d'une autre aussi problématique qui était la déchirure de la rétine. De la rétine, oui. De la rétine que j'ai pu avoir en faisant du sport, tout simplement. Donc voilà, je tenais à rassurer aussi tous ceux qui sont myopes aujourd'hui, ça n'empêche pas de faire du sport. Et parce que tout simplement, on a la chance en France de pouvoir bénéficier de professeurs, de chirurgiens, de savants comme on a autour de la table, pour pouvoir, pallier à cette maladie aujourd'hui et pouvoir vivre, normalement. Oui. Alors, est-ce qu'on peut détailler, Ramin Tadayoni, professeur Tadayoni, la chirurgie en question dont parle Cédric Tin, ces opérations? Alors, effectivement, beaucoup des complications de la myopie peuvent bénéficier de traitements allant de gouttes jusqu'à la chirurgie. Oui. Alors, la particularité peut-être de ça, c'est que parfois, ils portent des noms communs, donc on va les reconnaître. On va dire, ah bah oui, ça, tout le monde peut l'avoir. Mais souvent, chez les myopes, ils ont des particularités, ou en termes de diagnostic, ou en termes de traitement. Donc, il vaut mieux quand même être traité par des gens qui ont l'habitude de la myopie. Et c'est tout l'enjeu pour nous, là je reprends ma casquette de professeur, c'est d'arriver à former la jeune génération à bien connaître les particularités de la myopie forte, de sa chirurgie et de sa prise en charge par rapport aux yeux non myopes pour que l'opération se passe bien. Parce que quand la première opération ne se passe pas bien, la deuxième est plus difficile encore et la troisième encore plus difficile et ainsi de suite. De quelle opération s'agit-il? Alors, les opérations les plus délicates, c'est les opérations de la rétine. Donc, il y a un certain nombre de maladies communes comme les déchirures et les décollements de rétine qui sont plus fréquents chez les myopes. Il existe aussi des complications qui portent des noms barbares comme phobioskisis myopique et d'autres qui n'existent que chez les myopes ou presque et qui vont avoir un traitement spécifique qui sont des traitements délicats. Sinon, la chirurgie la plus commune, ça va être la chirurgie de cataracte, parce que les myopes vont avoir une cataracte plus précocement. Systématiquement? Non, pas enfin, on dit que toute personne qui vit suffisamment aura la cataracte. Suffisamment longtemps aura un jour ou l'autre. Après, ça dépend endurer l'opération de la cataracte. De la durée de vie et du temps prévu pour la cataracte, mais les myopes souvent font une cataracte plus précocement. Et effectivement, comme M. Tin a expliqué, il y a un côté miraculeux chez ces patients de la chirurgie de la cataracte, car après, on corrige aussi au passage la myopie, et tout d'un coup, le monde s'éclaircit et le bénéfice est super. Mais attention, je ne pousse pas à la chirurgie de la cataracte comme traitement de la myopie. Comme toute chirurgie, et particulièrement chez le myope, elle comporte des risques, dont augmentation du risque de décollement de rétine, qui est significative. Donc, elle ne doit pas être pratiquée juste par plaisir ou à la place des lentilles ou des lunettes. Elle doit être pratiquée le moment venu, quand la vue a baissé à cause de la cataracte. Quelle est la corrélation entre la myopie et le glaucome? Est-ce qu'une personne myope a 3 fois plus de risque de développer un glaucome? C'est bien ça? C'est un chiffre qui est quand même considérable. Je vois qu'en fait, vous êtes très bien préparé. Vous connaissez bien les sujets. Je suis myope et je suis glaucomateuse. Donc, vous avez absolument raison. Le risque de glaucome est augmenté chez les personnes myopes. On a même un doute pour savoir s'il n'y a pas une autre maladie qui ressemble au glaucome, qui serait une neuropathie spécifique du myope, qu'on qualifie de glaucome, mais qui ne serait peut-être pas la même chose exactement. Et le diagnostic du glaucome chez le myope est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile, et hélas, souvent retardé. Par quoi? Par le fait que le diagnostic est compliqué, mais aussi parfois parce que les patients ont eu des demandes ou des complications qui ont été prises en charge par d'autres spécialistes qui vont altérer les mesures ou qui vont altérer simplement la prise en charge de la chose. Donc, c'est un autre problème. Souvent, comme les problèmes sont complexes, les gens sont pris en charge par un surspécialiste et le surspécialiste, parfois, va avoir tendance d'oublier la complication d'à côté. Donc, on va être traité par l'ASIC pour la chirurgie réfractive, on va oublier et les mesures vont être faussées plus tard et le patient n'aura pas forcément à l'esprit de le dire, de le signaler, avoir une carte ou quelque chose qui dit « voilà, mes mesures ne sont pas bonnes ». On va être opéré de la rétine, on va être magnifiquement guéri, on va oublier de surveiller le glaucome, ainsi de suite. Alors heureusement, les bons ophtalmologistes prennent en charge ceux qui ont l'habitude, ils font ce qu'il faut. Mais c'est un point de vigilance et là aussi,
c'est notre rôle de former les ophtalmologistes, et d'où cette émission aussi. Et de pour déclencher le des grand public, vocations chez les jeunes ophtalmologistes, comme vous dites. Serge Picot. On espère aussi déclencher aussi des vocations chez des jeunes scientifiques. Oui. Parce que le problème, c'est de comprendre d'où vient cet agrandissement de l'œil et d'éventuellement de le prévenir dès le plus jeune âge. Parce qu'on éviterait que tous ces patients deviennent myopes et toutes ces complications. Donc l'idée, c'est de comprendre. Pour l'instant, on est au tout début de cette aventure. On ne sait encore pratiquement rien. On sait que c'est la rétine, c'est-à-dire la partie qui est sensible à la lumière, qui donne l'instruction à l'œil de grandir. Mais on ne sait pas quel est le message qui est envoyé, on ne sait pas quelles sont les cellules qui envoient ce message à l'œil de grandir, on ne sait pas en fait comment ce message est ensuite interprété par la tunique de l'œil pour qu'elle s'élargisse. Donc en fait, il y a vraiment toute une multiplicité de questions sur la myopie pour arriver à trouver des solutions de prévention à un très jeune âge. Donc en fait, c'est un petit peu ce qu'on essaye de mettre en place à l'Institut de la Vision, ensemble d'ailleurs avec Ramine, puisque en fait, il faut à la fois essayer d'étudier la pathologie chez le patient, et puis après essayer d'en faire des modèles ici à l'Institut, sur des cellules isolées, essayer de tout comprendre, essayer de trouver le message qui va déclencher cette myopie. Mais comment se fait-il qu'une maladie qui touche 2,5 milliards d'individus sur la planète soit et demeure aussi mystérieuse, et comment se fait-il que la recherche tâtonne, pardonnez-moi, mais en tout cas s'y soit attelée tard par rapport au nombre de gens qui sont touchés par la maladie? Peut-être parce que finalement, par le dysfonctionnement, on considère que c'est un déchirement de la rétine, ou un décollement, et que finalement c'est pas identifié comme une pathologie de la myopie. C'est-à-dire que la myopie, on considérait que c'est résolu, on met des lunettes et tout va bien. Donc pourquoi aller étudier plus puisque finalement tout va bien? Mais maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a pratiquement 10% de ces myopes qui ont des problèmes. Et que c'est donc un problème de santé publique. Et surtout, si vous vous dites que pratiquement la moitié de nos jeunes sont myopes, s'il n'y en a que 10% qui évoluent vers une myopie forte, ça fait quand même beaucoup de personnes. Donc en fait, il faut vraiment trouver des solutions. Et on les trouvera, mais ça demande beaucoup de travail. Je crois qu'il y a un effet paradoxal de la fréquence de la maladie qui est la banalisation. Alors moi, j'ai connu dans un autre domaine qui est la rétinopathie diabétique et le diabète. Dans certains endroits, y compris de notre grand pays, il y a des endroits où plus de la moitié de la population est diabétique et finalement, c'est considéré comme une normalité. Et je pense que le fait que la fréquence de la myopie soit très élevée et que la très grande majorité des myopes en réalité ont peu de problèmes, ça a occulté qu'une partie, comme l'a dit Serge, des complications qu'on voit dans une autre partie de ces patients myopes sont en réalité pas liées au hasard, mais liées à la maladie elle-même et qu'il faut y venir. La deuxième, c'est que finalement, la science en ophtalmologie est relativement récente. L'ophtalmologie n'a pas été le plus grand bénéficiaire et on voit déjà l'Institut de la Vision est le premier institut. Finalement, c'est un bébé par rapport à la recherche qui a maintenant. Il est plus grand bébé, d'accord. Un grand bébé. Un grand bébé. Mais je veux dire, c'est récent finalement une telle initiative, tandis que pour d'autres domaines, il y a eu pour le cancer ou autres depuis des années, il y a de la recherche. Donc c'est un peu normal, nous on prend un peu en retard, mais on l'espère qu'on arrivera à avoir autant de succès effectivement à l'Institut pour pouvoir trouver les mécanismes. Parce que la vraie clé, c'est ça. C'est pas d'intervenir une fois que les problèmes sont là, c'est d'intervenir avant que les problèmes soient là. Mais je voudrais vous poser une question, puisqu'on parle, je reviens à l'idée d'hérédité et de prévention. Vous avez 3 enfants, Cédric Tin. Sont-ils myopes? Alors, non, vous faites bien de poser la question, parce que j'allais donner justement un espoir à tous ceux qui sont myopes. C'est que sur mes 3 enfants, le premier, oui, est myope, le deuxième, l'est pas du tout, il n'a pas de lunettes, et le troisième a une toute petite myopie. Et pourtant, on les a tous suivis, on a anticipé, on fait des tests toujours en septembre avant la rentrée pour voir, et on les suit par rapport à ma pathologie. Mais je serais incapable de vous dire aujourd'hui pourquoi il y en a un qui l'a et l'autre qui ne l'est pas. On n'a pas d'explication. On n'a pas d'explication. Alors, c'est la loterie génétique. Ça revient exactement à la loterie génétique et beaucoup de facteurs qu'on ignore encore. Génétique convoque immédiatement l'expression, le mot, la notion de thérapie génique.
Non mais oui, je n'y connais rien, donc je pose des questions de candide. Pardonnez-moi Serge Picot, mais est-ce que c'est dans le futur on pourrait espérer, mais je pense qu'il y aura sûrement d'autres thérapies. C'est vrai qu'à l'Institut de la Vision, et je pense que l'ophtalmologie est justement un domaine où la thérapie génique a beaucoup évolué, parce que finalement l'œil est une petite sphère assez fermée, et finalement on peut facilement appliquer des vecteurs de thérapie génique. Mais en l'occurrence, je pense qu'on arrivera peut-être à trouver d'autres formules de thérapie. Je pense que si on trouvait le signal, par exemple, qui est envoyé par la rétine à l'œil de grandir, peut-être qu'on pourrait moduler ce signal, on pourrait éviter qu'il arrive justement donner cette information. Donc peut-être qu'une approche pharmacologique pourrait fonctionner. Il y a déjà des molécules qui ont un petit effet, mais c'est pas encore... Des molécules administrées sous forme de collyre, oui, par exemple. Oui, professeur. Oui, effectivement, il y a des collyres, tout simplement l'atropine, qu'on met pour dilater la pupille, qui dans plusieurs études ont montré un effet sur la réduction de la croissance de l'œil. Après, il y a encore une discussion sur ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire qu'à l'arrêt, l'œil tout d'un coup rattraperait la taille voulue. Alors, il semblerait que ça n'existe pas, cet effet rebond. Il y a des discussions sur la bonne dose, parce qu'en fait, plus c'est dosé, plus c'est efficace, mais aussi plus il y a d'effets secondaires. Ça dilate la pupille, justement, ça arrête l'accommodation. Donc, ça reste encore c'est pas parfait, mais c'est une des armes qu'on peut avoir. Et pour continuer sur la thérapie génique, je pense qu'il y a vraiment deux aspects. Alors, Serge a parfaitement expliqué. Si on voulait réparer les gènes, ça nécessiterait déjà que ce soit un nombre raisonnable de gènes, qu'on les identifie. Mais si demain on trouvait un médicament ou une voie assez singulière qui permettrait de limiter, alors dans un avenir beaucoup plus longtemps, s'il fallait l'instiller tous les jours ou prendre des médicaments tous les jours, on peut imaginer une autre forme de thérapie génique qui consisterait à faire produire à l'intérieur de l'œil ce médicament en permanence. C'est ça, on tombe dans une autre forme de thérapie génique qui n'est pas ce à quoi on pense quand on prononce habituellement mais on en est très loin. Faut-il qu'on trouve déjà la voie active. C'est pas de la science-fiction. Non, de toute façon, je pense que, vous savez, on a beaucoup travaillé avec José Sahel sur la restauration de la vision chez des patients aveugles. Oui. C'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était de la science-fiction. Et quand José Sahel m'a proposé de travailler sur ce sujet, je n'y croyais absolument pas. Et pourtant, c'est actuellement en clinique. Donc je pense que... Et on avait, lors de notre deuxième Web TV, un patient qui avait bénéficié de ces thérapies. Et je pense que justement, le travail du chercheur, c'est de rêver. Et après, de réaliser ses rêves. Donc oui, c'est possible. Il faut que nous rêvions ensemble avec les cliniciens et que nous puissions nous projeter dans un avenir proche pour arriver à des thérapies. Mais c'est possible. Une question que peut-être des parents ou des patients ou des gens qui ne connaissent pas bien la myopie se posent, ça pourrait être je suis myope, on m'a dit que j'étais myope, quel type de maladie je risque de déclencher à cause de cette myopie ? Quel type de complications dans l'œil ? Oui. Parce que, alors, la myopie peut s'intégrer dans le cadre d'autres maladies d'ailleurs. Ouais. Ça peut être, il y a des maladies de système qui peuvent être associées à la myopie, mais là nous parlons des complications oculaires de la myopie. Donc cataracte, glaucome, maladie rétinienne, la neuropathie myopique ou le glaucome étant dans le même groupe sont les complications les plus fréquentes associées à ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un ensemble de petits ennuis qui sont dans la myopie forte souvent ignorés, comme les troubles de mouvement oculaire qui peuvent mener à des visions doubles. Et donc, ça va être un peu sous-estimé parce qu'on dit « oh, tout va bien ». Il y a des patients qui ont des besoins esthétiques parce que ça parce que ça peut être associé à des malpositions palpébrales. Donc, les paupières sont mal placées. Donc, les yeux paraissent plus gros et certaines personnes, ça les gêne. Et il existe des traitements aussi pour tout ça. Là aussi, je ne pousse pas tout le monde à se faire opérer du point de vue esthétique, mais il y a des cas extrêmes dans lesquels c'est un véritable handicap et il faut savoir que donc, tout peut être aujourd'hui, en tout cas, une discussion peut avoir lieu sur ces différentes complications. Quelle vie quotidienne avez-vous, Cédric Tin, puisque vous êtes le patient référent et vous êtes le témoin. Donc les gens qui nous regardent peuvent se dire, avec un œil aveugle, voilà un homme qui pourtant semble mener une vie très autonome.
Normal, je pourrais dire. Normal. Tout à fait. Alors ça effraie beaucoup ma famille et mon entourage. Mais vous êtes monsieur 4 oreilles. Oui, à part. Je fais peut-être les choses un peu différemment, un peu plus doucement, un peu plus... Mais vous voyez, ça ne m'a pas empêché tout à l'heure de venir de la gare de Lyon et à pied et en traversant des rues excessivement fréquentées. À Paris, bien fréquentées, voilà. Oui. Ça ne m'empêche pas de faire les devoirs de mes enfants, ça ne m'empêche pas de faire à manger, de cuisiner, de faire les courses, de faire la trottinette. Faire de la trottinette ? Vous faites de la trottinette ? Oui. De jour, pas de nuit ? Oui, de jour, bien sûr. Que dit votre... Je n'ai rien entendu. Il n'a rien entendu, non, mais... j'en étais sûr. Mais on joue, comme je vous l'ai dit à juste titre, la myopie est difficile à expliquer souvent parce qu'on a une variation de la vue et on joue beaucoup avec les ombres et avec les variations de couleurs ou autres. Et parfois, ça nous permet de faire des choses qui paraissent peut-être hallucinantes, mais on a surtout envie de paraître aux yeux des autres comme normal et surtout utile. Et utile. Et vous l'êtes à travers ce témoignage. Myope, donc avoir des difficultés à voir de loin. Est-ce que quelquefois on entend « Ah bah oui, mais je suis myope, je vais me faire opérer, mais alors du coup je verrai mieux de près ». Enfin, il y a toutes sortes d'idées reçues autour du rapport entre la vision de loin et la vision de près. Est-ce que vous pouvez faire un point par rapport à ça ? Alors, les myopes habituellement voient de près. Alors là aussi, il faut savoir de quelle myopie on parle. Donc effectivement, un myope de -3, par exemple, lit aisément à 33 cm. Ce n'est pas une myopie forte, hein, à -3. Là, on n'est pas dans la myopie forte. Alors, normalement, l'accommodation permet de faire la suite, une fois même qu'on a corrigé totalement la myopie par lentille ou par lunette, les gens voient de loin et de près. Donc, un enfant myope corrigé, il voit bien de loin et de près. Peut-être cette discussion, souvent, par exemple, vient après la chirurgie de la cataracte, où on va dire aux patients, on a le choix de vous laisser voir de loin sans lunettes et de près, vous allez avoir des lunettes de presbyte, ou nous pouvons vous rendre myope pour que... On parle des gens qui sont déjà myopes. Vous laissez un peu myope, on va dire plutôt, oui, pour que vous puissiez continuer à lire de près. Mais par contre, de loin, vous aurez besoin de lunettes souvent moins fortes que ce que vous aviez, mais vous avez besoin de lunettes. Donc ça, en réalité, c'est un problème de presbytie et de la gestion de la presbytie chez le myope. Mais un enfant myope, corrigé de sa myopie, continue à voir parfaitement bien de près. Mais je vous propose de vous soumettre les questions qui ont été émises par les habitués, les fidèles de l'Institut de la Vision et de cette web TV. Donc je commence, elles n'ont pas été triées, donc je démarre. Donc le verre, alors c'est très technique, hein, c'est très précis, le verre Stellest ou le Myosmart qui prennent la progression de la myopie, qui freinent, moi je vois mal de près aussi, peuvent-ils être prescrits pour un jeune enfant ayant une forte myopie due à une VREF? Qu'est-ce que c'est qu'une VREF déjà soignée par laser? Alors, la VREF, vitréorétinopathie exudative familiale et vitréorétinopathie exudative familiale. D'accord. Donc, c'est une maladie rare touchant la rétine et qui effectivement s'associe à la myopie. Alors, il y a deux choses. Est-ce que ça peut être prescrit? Oui, ça peut être prescrit. Est-ce que ça représente un danger? Non, ça ne représente pas un danger. Est-ce que c'est efficace dans la prévention de la myopie? C'est possible. On n'a pas la preuve, déjà qu'on discute déjà chez le patient myope fort ou myope habituel. Alors dans les myopies qui compliquent une autre maladie, on a encore moins de preuves. Après, ça n'a pas l'air d'être dangereux en tout cas. Serge Picot, vous voulez rajouter quelque chose? Non. Je ne rajoute rien. Très bien. Alors, je vous soumets une autre question. J'aimerais savoir si le fait de commencer à corriger une myopie le plus tôt possible chez un enfant ralentit son évolution. Autant qu'on puisse dire, a priori, oui. À quel âge peut-on commencer à faire porter des lunettes à un enfant, à corriger donc la myopie? Dès que l'enfant peut porter des lunettes. Il n'y a pas d'âge. Du point de vue ophtalmologique, dès que c'est possible, il faut le faire si la myopie est détectée. Oui. D'ailleurs, plus c'est détecté tôt, plus c'est important de le corriger. En réalité. Alors, quelle solution proposez-vous et validez-vous en lentille de contact pour le contrôle de la myopie? Alors, je ne vais pas faire une prescription de lentilles non, quand même. Oui, ou de marque. ou de... Donc, en fait, il y a plusieurs aspects là-dedans. La première, c'est la correction de la myopie elle-même. Est-ce que ça a un effet? Donc, on a dit oui. Il y a des lentilles qui sont des lentilles utilisées habituellement chez les presbytes, donc multifocaux. Et il a été suggéré qu'ils auraient un effet de ralentissement supplémentaire par rapport à la myopie. On manque de preuves, mais c'est possible. Mm-hmm. Il existe des lentilles qui sont mises la nuit et ça aura un effet sur la myopie en déformant la cornée. Alors,
c'est discuté parce que l'effet semble mesurable, ça semble exister, avec la contrepartie des complications possibles qui fait que l'Académie américaine, par exemple, met une vigilance, on va dire, sur l'utilisation de ce type de système chez les enfants en particulier durant la nuit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser. Donc, ce serait vraiment au cas par cas. Oui. Ça reste encore un domaine où il faut personnaliser. Ce qui, en médecine, quand on dit il faut personnaliser, c'est-à-dire on n'en sait pas assez ou on n'a pas le traitement universel. C'est comme ça. Il y a des contre-indications par rapport aux lentilles de contact, sécheresse des yeux, enfin des gènes qui, enfin voilà. Oui, clairement, il y a des contre-indications d'ordre environnemental, mais aussi oculaire. Qu'est-ce que vous entendez par environnemental ? Si les gens ne peuvent pas être dans un environnement propre, ou si les enfants ne le tolèrent pas, ils vont l'arracher eux-mêmes leurs lentilles. Finalement, il faut s'adapter à chaque cas. Les enfants, habituellement, ont des surfaces oculaires qui sont encore en bon état et qui peuvent, on peut le faire. Alors, les lentilles de contact, c'est vu. Mon ophtalmologue, une question d'Arlette, compare ma rétine à un tissu qui s'étirerait jusqu'à se déchirer. Existe-t-il une thérapie pour freiner cette évolution ? Serge, tu veux dire quelque chose avant que je... Pour rassurer Arlette, à qui son ophtalmologue adresse un tableau déchirant, sans mauvais jeu de mots. Hein ? Alarmant. Après, je pense que c'est important aussi que tous les patients comprennent pourquoi les choses évoluent et pourquoi éventuellement il y a ce risque de déchirure. Je pense que c'est bien aussi que cet ophtalmo finalement veuille faire comprendre aux patients le pourquoi et le comment de son évolution. Après, je pense que heureusement, on a en France des très bons ophtalmos qui peuvent justement éviter ou ralentir l'évolution. Donc en plus, maintenant, il y a de plus en plus de solutions qui commencent à arriver. Par rapport à ça, précisément. Hein. Mais je vais laisser Ramine... Oui. Alors effectivement, c'est une bonne question. Ça soulève plusieurs problèmes. Oui. La première, c'est la façon dont il faut décrire aux patients la situation. Déjà, l'annonce. Parce qu'il faut trouver le bon équilibre entre informer et donner aux patients l'information nécessaire sans l'alarmer. Et c'est un peu l'ennui d'utilisation des images, comme celle-là, le tissu qui va se déchirer. Des images très fortes. Donc, c'est des images qui sont très fortes. Alors, elles sont très culturellement dépendantes, elles sont très personnellement dépendantes. Donc, un bon médecin adapte en fonction de la personne qui est en face de lui le discours pour s'assurer qu'il est bien compris, mais qu'il n'a pas été effrayé au-delà de ce qu'il doit. Traumatisant. Alors, il y a le problème de déchirure rétinienne qui se traite par laser, qui en tant que telles ne sont pas dangereuses. Il y a le problème des trous maculaires et des ouvertures postérieures, qui est un autre problème qui se traite éventuellement chirurgicalement quand ça baisse la vision, parce qu'il faut se rendre compte que beaucoup de myopes n'ont pas de baisse de vision par trou maculaire. Le trou maculaire, pardon, je vous arrête, parce que c'est ce dont souffre Cédric Tin. C'est ce que vous nous avez dit. Il faudrait que vous expliquiez, pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit, ce que c'est. On en parlera après avec vous, Cédric Tin. Alors, donc, le trou maculaire, donc, c'est un trou qui apparaît dans la macula. Jusque-là, on peut... Oui. La macula, c'est la zone centrale qui donne l'acuité visuelle. Donc, cette ouverture va être au centre de cette zone et donc va créer un problème pour voir au centre. Oui. Alors, c'est une maladie qui ne touche pas que les myopes. La majorité des trous maculaires, on en a 5 à 6 000 par an en France. Donc, ce sont chez des patients qui ne sont pas myopes. Et c'est lié au décollement postérieur du vitré, qui est un phénomène normal avec l'âge, qui parfois aboutit à ça. Chez le myope, le mécanisme semble différent et semble être lié en partie à l'élongation de l'œil. Et son traitement est aussi plus sophistiqué et spécifique au myope. Donc, on ne traite pas exactement de la même manière. Et c'est ce qui donc atteint, et c'est ce dont est atteint Cédric Tin. Exactement. Et donc, le traitement parfois fonctionne, mais le taux de succès de cette chirurgie, à un moment, n'est pas suffisant parce que, comme a expliqué Serge, il y a un moment, il manque de tissu. Et avec donc, quelles conséquences, donc, concrètes sur la vision ? Je pense que vous M. Tin pourra donner une vision très subjective et décrire exactement le problème. Absolument. Le trou maculaire fait rentrer trop de lumière dans l'œil. C'est-à-dire que, en fonction de la luminosité ambiante, je vais me retrouver avec un voile blanc plus ou moins important qui va venir me gêner justement ma vision. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on a du mal un peu une nouvelle fois à le décrire. Parce que parfois on a l'impression de voir, et parfois on se retrouve vraiment, j'allais dire dans le noir, non c'est pas le cas, c'est dans le blanc. C'est-à-dire que très lumineux, très, très gêné, et avec une difficulté à avancer ou à identifier les choses.
Effectivement, c'est complexe, je pense que M. Stein décrit bien, c'est complexe pour les patients de décrire parce que le trou maculaire va apparaître à un moment où il y a eu suffisamment de modifications dans l'œil et donc tous les symptômes se mélangent. Plus spécifiquement, les déformations visuelles, la baisse visuelle centrale, le fait de ne pas voir au centre des lettres manquantes sont plus liés et décrits au trou maculaire, mais souvent ça vient dans un contexte, comme M. Stein a expliqué, des difficultés au changement de lumière et tout ça qui sont liées à la myopie forte elle-même. Et pour répondre directement à la question, est-il possible de prévenir l'allongement de l'œil ? Absolument. Donc on en a parlé. Au jeune âge, l'atropine, les certain nombre de lunettes et dispositifs ont comme pour ambition de le faire et un certain nombre d'études semblent suggérer qu'ils y arrivent. Et il faut le faire. Il faut le faire. Il y a eu des tentatives de ce qu'on appelle de renforcement scléral, chirurgical, qui consiste à dire, puisque l'œil est en train de s'allonger, donc on va aller mettre derrière l'œil un dispositif qui va empêcher l'œil de grandir. Ça a été fait en France, aux États-Unis. Ça a été fait en France, en Angleterre, ça a été fait un peu partout. Oui. Aujourd'hui, ces dispositifs sont parfois utilisés à but de traitement, c'est-à-dire que quand il y en a besoin de raccourcir l'œil pour X raisons, on peut le faire. Ils sont plutôt rarement utilisés. C'est relativement efficace, c'est efficace, adulte, mais ça a enfant, aussi, adulte comme enfant, oui. mais ça a aussi des complications. Donc le rapport bénéfice-risque des dispositifs existants aujourd'hui en prévention est considéré non favorable. Mais ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une piste qui aboutira un jour à un dispositif dans quelques différent, années, quelque chose qu'on pourra de plus développer, sûr, qui soit plus sûr, etc. D'accord. Mais aujourd'hui, on ne peut pas encore. D'accord. Alors, je continue les questions des gens qui nous regardent. Catherine, y a-t-il des risques à opérer de la cataracte des yeux à très forte myopie, -15 ? Très forte myopie, donc, vous confirmez, avec d'anciens décollements de rétine et de la DMLA. Alors, de manière générale, il y a toujours un risque à être opéré, et même, je dirais, il y a un risque à sortir de chez soi. Donc, il y a toujours un risque. Donc, à la question, y a-t-il un risque ? Oui, il y a un risque. Est-ce que ce risque est important ? Il y a un faible risque qui fait qu'il ne faut pas opérer la cataracte si elle ne baisse pas la vision, donc il ne faut pas faire de traitement préventif. Si par contre la cataracte est là, de toute façon, elle va être opérée. Donc, il faudra la faire. Ça augmente effectivement le risque d'écollement de rétine. C'est un risque spécifique de la chirurgie de la cataracte chez les patients myopes, et surtout quand il y en a déjà eu. Ouais. Mais ce n'est pas une fatalité. Si c'est fait par quelqu'un qui a l'habitude de ça, il va bien vérifier la rétine, faire tous les traitements préventifs nécessaires pour réduire le risque. Je ne dis pas anéantir le risque, mais réduire le risque. Et de même que la chirurgie de cataracte chez les myopes, il vaut mieux que ce soit fait par des gens qui ont l'habitude de la chirurgie des myopes forts, car la chirurgie doit être différente pour protéger un certain nombre de choses, pour réduire les risques péropératoires durant l'opération, mais aussi post-opératoire. Vous voulez rajouter quelque chose, Serge Picot ? Non. Après, alors, que pensez-vous de la décision ? Mais si, ça va vous intéresser. Une question d'un médecin. Que pensez-vous de la décision adoptée par le gouvernement chinois qui interdit l'usage des écrans à ces jeunes ? Au-delà de 3 heures par semaine, faudrait-il envisager des mesures similaires, mais plus ajustées à notre esprit un peu séditieux en France ? Moi, je pense pas la dimension politique, mais la dimension par rapport aux écrans. La dimension politique, on connaît la réponse. On devrait surtout inciter tout le monde à sortir, surtout, donc forcer tout le monde à aller faire, même au travail, peut-être 1 heure de sport comme en Chine. Je ne suis pas sûr que ce serait accepté par tout le monde, mais bon, c'est pareil pour interdire les écrans. On a vu tous les problèmes de forcer à la vaccination. Je pense que, on a vu le problème entre la liberté et la santé, enfin le problème d'ajustement. Donc, après, je pense que ce qui est important, c'est quand même de bien expliquer pourquoi il est important d'avoir une vision de loin, mais aussi de sortir en extérieur, parce qu'en extérieur, la luminosité est beaucoup plus importante qu'à l'intérieur. Or, on sait que en fait, tout ce qui régule les rythmes circadiens, c'est-à-dire les rythmes veille-sommeil, sont très importants pour l'évolution de la myopie. Il y a certains gènes qui sont impliqués dans ces rythmes qui, lorsqu'ils sont mutés chez l'animal, induisent une myopie chez l'animal. Donc en fait, il faut bien comprendre que la stimulation de ces rythmes circadiens, donc par des lumières qui sont quand même assez élevées, donc en extérieur, vont en fait réguler, peut-être faire réduire un peu l'évolution de la myopie. D'où l'importance de vraiment bien expliquer
que en fait, d'être toujours en intérieur, sur un livre ou sur une tablette, parce que en fait, je pense que c'est la même chose, qu'on soit sur un livre ou sur une tablette, on va être moins exposé à de la lumière intense, on va regarder beaucoup plus proche. Donc en fait, d'où l'importance. Il faut savoir aussi que lorsque vous avez des fortes luminances, ça induit une constriction de la pupille et que votre image se forme bien mieux sur votre rétine, elle est bien mieux focalisée. Donc il y a tous ces éléments qui vont contribuer à éventuellement ralentir la myopie. D'où je pense que bien communiquer sur cet aspect de... Vous voulez dire une communication de la part des pouvoirs publics. Oui, c'est ça, et d'expliquer que finalement c'est important et que garder ses enfants tout le temps sur un écran ou les garder tout le temps en intérieur, ça a quand même des incidences et des incidences sur leur évolution. Je reviens sur une expression que vous avez employée, de l'importance de regarder de loin. Dans l'histoire de l'évolution de l'humanité, enfin de l'être humain, Homo sapiens, il fut un temps où évidemment il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de tablettes, il y avait peut-être les tablettes des Sumériens où l'écriture s'inventait, mais l'homme regardait loin. Il y avait moins de myopie. On pourrait imaginer qu'il y avait moins de myopie parce que le regard portait loin et ne butait pas justement sur des livres, des écrans. Je crois que c'est plus que d'imaginer. On le sait encore une fois dans les pays qui ont un développement rapide, que la myopie s'est développée avec l'urbanisation, le développement des technologies, l'enseignement, etc. Oui, finalement, c'est assez magique d'imaginer que l'homme s'adapte aussi vite, parce que l'adaptation à l'environnement, c'est connu chez le vivant par la sélection, mais ça prend des siècles et des décennies et des millénaires. Tandis que là, finalement, il semblerait qu'il y a un mécanisme qui fait qu'on s'adapte assez vite aux besoins visuels. Si ça causait aucun problème, ça irait, mais comme pour un petit pourcentage d'entre eux, ça cause problème, du coup, on en parle autant. Mais effectivement, c'est assez magique si on y pense. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Cédric Tin, parce que je vois l'heure, il est 20h33, on arrive au terme de cette rencontre, de cette web TV consacrée à la myopie. Vous allez préconclure. Préconclure, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a juste une notion que j'aimerais pouvoir évoquer. En tant que, je dirais, myope, ne pas toujours chercher l'opération. Et je pense que c'est important de bien pouvoir dialoguer avec son ophtalmologue, son spécialiste. Moi, j'ai la chance de pouvoir bénéficier des professeurs Tagliolini. Et à chaque fois, on discute ensemble quand il y a une possibilité du facteur risque-résultat. Et parfois, très souvent, il m'a dit, mais est-ce que vous vous contenteriez pas simplement de ce que vous avez aujourd'hui ? Et ça, c'est une vraie question qu'on doit pouvoir se poser aujourd'hui. C'est-à-dire ne pas être dans une surenchère ? Une surenchère de ce qui peut exister, de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut lire. Et de surtout faire confiance aujourd'hui à ces hommes de science, ces hommes de l'art. Hommes et femmes. Hommes avec un grand H. Ah oui, avec un grand H. Parce que je vois qu'on utilise ça depuis tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Que ce soit ceux qui cherchent, ou que ce soit ceux qui opèrent, qui font la chirurgie, et surtout discuter avec eux et favoriser le dialogue. Parce que c'est eux qui ont le savoir, et c'est pas nous. Enfin, vous en avez aussi, hein. Pardonnez-moi, mais vous en avez aussi. Serge Picot, pour finir... je pense que en tant que chercheur, je veux qu'on développe... Et directeur de l'Institut de la Vision. On est en train de développer des projets pour comprendre l'origine de la myopie, l'évolution de la myopie, prévenir la myopie. Donc en fait, c'est un grand projet qu'on met en place avec Ramin. On a vraiment la volonté de se donner un petit peu de temps, mais pour comprendre cette pathologie, je pense qu'on aura besoin des soutiens de l'État, peut-être de donateurs. Donc on fait un appel à la générosité du public, mais aussi peut-être d'entreprises qui seraient intéressées à nous soutenir. Et on pense qu'on a les moyens de comprendre la myopie et d'arriver à des solutions pratiques. Donc je pense que c'est le message qu'il est important d'envoyer, que c'est possible et que nous avons actuellement à l'Institut de la Vision les moyens de répondre à cette question. Un dernier mot ? Je voudrais insister sur ce qu'a dit Serge et Cédric Tin. Le dialogue est très important. La collaboration entre nous tous, patients, médecins, chercheurs, c'est la clé pour qu'on y arrive
à résoudre ce problème et que les enfants d'avenir n'aient pas à souffrir de ces complications. Et qu'on n'ait pas besoin de faire comme les Chinois, qui leur interdisent de manière coercitive les écrans. Voilà, que ça soit plus doux et plus optimiste et plus généreux. Merci, professeur. Merci, monsieur le savant et le directeur de l'Institut de la Vision. Et merci infiniment, Cédric Tin, pour votre témoignage. Ne repartez pas en trottinette à Lyon, ni à la gare de Lyon. Il fait nuit. Vous irez juste à pied et vous serez accompagné. Merci encore. Alors, la prochaine émission, ce sera le 14 octobre, donc à 19h30, et elle sera consacrée à la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, donc les avancées de la recherche, les défis technologiques, et toujours, bien sûr, avec un patient qui est un témoin et qui permet de conserver beaucoup d'espérance. Voilà. Merci à tous. Rendez-vous le 14 octobre prochain. Vous venez d'écouter Les experts parlent aux patients, le podcast de la Web TV de l'Institut de la Vision. Retrouvez aussi cette émission en vidéo en vous inscrivant sur la plateforme www.institut-vision.org pour découvrir les prochaines émissions en direct.